YouTube, on va parler du 0G. Alors on va commencer tout de suite par rappeler les bases. C'est important de rappeler ce que c'est qu'un avion 0G et ce que c'est qu'une parabole et comment on fait de la 0G dans un avion. Je pense on ne peut pas y couper, évidemment. Qui s'y colle? Est-ce que... Vas-y, Florian, je te lance là-dessus. Ah, facile. Du coup, le vol 0G, qu'est-ce que c'est? Donc, l'avion de Novespace, qui est une filiale du CNES, ça constitue en fait un espèce de laboratoire où on peut reproduire la 0G. Donc, oui, donc sur cette slide, on voit en fait la trajectoire que va reproduire l'avion lors du vol. Donc, sachant qu'il est piloté par des pilotes qui sont habilités à faire ça, il n'y en a que 7 ou 8, il me semble, en France, dont Thomas Pesquet. Ce n'était pas notre cas, malheureusement ou heureusement, selon les dires. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire cette manœuvre du coup, qu'on appelle une parabole ou une ellipse, en fonction des écoles, euh, où il y aura une accélération très croissante du coup, pendant la première phase. Donc, on voit, lorsqu'on rentre au début de la parabole, de pull-up à injection. Et à ce moment-là, où le pilote annonce ce injection, justement, on a une période de 22 secondes, une moyenne de 22 secondes, jusqu'à laquelle, en fait, on va être en apesanteur, car l'avion arrête sa phase d'accélération, rentre au-dessus, au niveau de la phase représentée par la cloche, pour entrer, en fait, en chute libre et reproduire, en fait, cette sensation de chute libre qu'on peut ressentir également en 0G pour repartir sur une deuxième phase de 2G au niveau de 22 secondes après, pour une durée également d'environ 20 secondes. Donc au final, sur une minute, on a 20 secondes de 2G, 20 secondes de 0G et 20 secondes de 2G à nouveau. Ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que même quand l'avion est encore en train de monter sur la fin de la montée au sommet et ensuite pendant la descente, il est en 0G. On est en 0G même quand on continue de monter. En fait, c'est vraiment une question d'absence d'accélération, en fait. Absolument. Ouais. Ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ouais. pour piloter cet avion, ils sont 3. Je vais juste dire ça. Tout à fait. Donc, il y a l'avion est modifié seulement en ce sens, en fait. Il y en a un qui tire la manette des gaz, un poste de pilotage à droite, un à gauche, et tout est géré indépendamment. C'est ça. Mais il me semble, il me semble que dans la pratique, chacun des pilotes se charge en fait d'avoir une gravité nulle sur un des 3 axes en fait, de l'avion. C'est ça, exactement. T'en as un qui est sur le tangage, l'autre sur le roulis et l'autre qui gère l'accélération. Et mais si vous voulez des détails sur ça, allez voir la chaîne de Novespace. Il y a toutes les vidéos qui vous expliquent comment les pilotes pilotent cet avion justement. Donc je vous invite à y aller. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien d'autre. Ah oui, si. Là, on a parlé du 0G, mais disons qu'une campagne de vol 0G, elle commence pas directement en mettant un beau matin son expérience, en la vissant sur l'avion et en disant allez, c'est parti, on y va, quoi. Il y a toute une phase de préparation. Comment ça se passe d'ailleurs? Combien de temps ça dure? De quoi on parle pendant cette préparation? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec Novespace à ce moment-là? Emma, tu peux peut-être en parler. Tu parles de la campagne de vol ouais, de la campagne de vol à Novespace. Ouais. Exactement, ouais. Du coup, on a eu 2 semaines à Mérignac dans les locaux de Novespace. Donc le premier jour, on a ramené notre expérience de Toulouse parce que nous, elle était déjà, on avait déjà donc le châssis prêté par le CNES et quelques éléments à l'intérieur. Bon, le bras, on l'a pas transporté directement dans le châssis parce que on a un peu peur qu'il se fasse mal. Du coup, on l'avait avec nous en voiture dans le coffre. Donc ce premier jour, on commence à fixer certains éléments, mais c'est aussi le jour où donc notre référent Novespace, ingénieur référent Novespace et quelques-uns de ses collègues viennent vérifier donc, tout ce qui est électrique, donc l'armoire électrique qu'on avait, si ça correspond bien aux exigences,
si tout ce qu'on a écrit donc, dans le formulaire expérimental est bien respecté. Mhm. On a aussi tout ce qui est mécanique. Donc là, c'est plus Yannick enfin notre ingénieur référent qui va vérifier si tout est bien, tous les boulons sont bien serrés, Mhm. si tous les systèmes sont bien calés, et aucun risque qu'il tombe ou que quelque chose se dévisse pendant le vol. Donc là, on voyait vraiment comment tout allait être fixé finalement pour le vol, en réglant quelques petits détails comme le passage des fils en fait dans les rainures en fait des profilés pour éviter qu'ils se baladent en fait pendant le vol, bien les serrer avec des serre-câbles, la fixation des GoPro par exemple aussi. Tout Donc voilà, là on voit est peaufiné. Et tout là, est peaufiné, la réglette électrique, tout. c'est là que commence un peu l'appréhension parce que là, vous savez que vous pouvez apporter que quelques petites modifications peut-être au niveau du software, Ouais. etc. Mais à partir du moment Ça, où on vous peut avez pas- commencé à serrer les vis, placer les câbles, etc., voilà, faut Ouais. attendre Tout ce et qui est voir. mécanique, finalement, on peut pas vraiment changer. Enfin, c'est fini. Maintenant, c'est quelques petites rectifications au niveau software, comme tu dis. Et puis, protéger tout dans le châssis, donc mettre la mousse Mhm. à la base, parce que c'est pas resté comme ça avec les profils apparents. Ouais, tous les petits détails, finalement. D'accord, très bien, ok. Et Puis ça, c'est... la grosse appréhension aussi, c'est qu'il y a un équipement qui nous lâche juste avant l'expérience et qu'on Ouais, n'ait bien pas le sûr. temps de le recommander, etc. Hmm. Enfin, nous, ça reste un projet étudiant. Ouais, Donc ouais. l'électronique qu'on a mis dedans, c'est de l'électronique bas de gamme. On n'est pas une expérience scientifique avec un laboratoire derrière, etc. Hmm. Donc du coup, on avait un peu peur que ça nous lâche, mais bon, c'est pas forcément arrivé. Donc, Très bien. Et toute cette étape-là, ça dure combien de temps en fait vous arrivez combien de temps avant le vol pour commencer la campagne et ces tests-là? Donc initialement, c'est littéralement 2 semaines sur place, avec première semaine installation dans les locaux, prise de poste, etc. Parce que chacun a un petit endroit en fait dans les locaux. Avec différentes conférences, enfin comment ça s'appelle, toutes les consignes de sécurité, etc. Donc là, avec le confinement, on avait le droit à, si je ne me trompe pas, la première semaine, 1 ou 2 jours sur place, D'accord. et la deuxième semaine, pareil. Donc on a fait l'aller-retour sur Toulouse pour pas rester à Bordeaux et retravailler sur l'expérience durant ces 2 semaines, mais à Toulouse. D'accord. Donc les deux premiers jours, c'est vraiment donc ils nous ont envoyé toutes les consignes avant, donc il n'y avait pas de conférence, pas de cours ou quoi que ce soit par rapport à ça, donc fallait être conscient de tout avant. Et on a apporté le châssis, on fait attention à ce que tout soit bien installé dedans. On fait un point avec le référent technique. On peut refaire des modifications, mais on a interdiction de faire des soudures ou des choses comme ça qui pourraient vraiment altérer l'expérience telle qu'elle avait été notée par l'équipe de Novespace, parce que eux, en attendant, ils valident toutes leurs exigences à chaque fois. Mhm. Donc, il y a l'équipe électrique qui arrive, à un moment, l'équipe plutôt structure. Donc, c'est la première semaine, elle sert vraiment à ça, à checker que tout est OK, que tout est ouvert. Et il y a plus que de l'appréhension, je dirais même qu'il y a du stress, parce que Ouais. malgré le fait qu'on ait eu en fait toujours cette constance dans nos échanges avec Novespace, de se retrouver en face de tous les experts et poser toutes les questions devant l'expérience, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Mais ça comment arrive dire, qu'ils refusent une expérience ou qu'ils disent non, mais là, c'est pas possible, vous pouvez pas voler. Ça arrivé? je pense que ça peut arriver. Moi, je sais pas si quelqu'un dans l'équipe a un exemple, mais je pense que, enfin, on avait un peu de stress par rapport à ça, mais arrivé là-bas, c'est vrai qu'ils sont plus à trouver des solutions. Leur Oui, but, c'est bien que ça sûr. fonctionne aussi et que l'expérience monte dans l'avion. Hmm. Donc, je pense qu'ils sont plus porteurs de solutions que l'inverse, mais je pense que ça peut arriver, ouais, forcément. Hmm. C'est déjà Mais ils arrivé. nous ont raconté une expérience où donc ils l'ont fait voler, mais il y avait des équipements qui fonctionnaient pas et ils ont demandé à ce que ce soit enlevé. Donc elle a volé en mode dégradé, enfin c'est ce qu'on appelle mode dégradé. Ah oui. Et donc ça du coup c'est aussi nous quelque chose. Enfin on avait peur de ça, on s'est dit, enfin si on nous enlève le bras ou un truc comme ça. Ou le CubeSat, enfin bon, Sur- ça marche Ouais. beaucoup moins bien du coup.
Et ce qui nous inquiétait aussi vraiment, nous on avait hâte d'être sur place parce qu'en fait avec le Covid justement, ce qu'on n'a pas eu et qu'il y a normalement dans les campagnes classiques, c'est la visite de Novespace dans les laboratoires. Donc nous c'est pas le laboratoire mais ça aurait été les locaux de l'école. Et ça on ne l'a pas fait. Et du coup on était un peu inquiets parce que tout est passé par des photos et mais de rien, ça rend jamais la même chose en vrai et par des photos. Bien sûr. Et du coup, on s'était dit, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu sur la photo, mais qui nous paraisse évident, et qu'après il nous dit que c'est validé, etc., comment est-ce qu'on va faire quand vous aviez peur qu'en fait, ils se rendent compte de trucs, mais qu'au moment où vous arrivez à présenter l'expérience sur le fait et que ce soit trop tard pour faire de modifications, quoi. Exactement. Ouais, par exemple, notre belle armoire électrique qu'on voit bien là, qui est assez atypique. Mais au final, ça les a surpris, mais on a pu voler avec sans souci. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où c'est un peu atypique parce que ça reste un projet étudiant, donc on fait avec les moyens du bord aussi. C'est un démonstrateur en soi, donc ça marche. Exactement. Trop bien. Super, très très bien. Et alors du coup, quelques jours avant le vol, on commence à installer l'expérience dans l'avion, c'est ça ? Ouais, absolument. Et on a également une petite vidéo là qu'on peut mettre maintenant, c'est peut-être la vidéo 1. Justement, c'est l'entrée dans l'avion. Donc, une fois que tout est checké au sol, donc la deuxième semaine, on a le go pour le mettre dans l'avion une fois que l'expérience étudiante précédente est descendue. Alors, il se trouve que nous, sur cet aspect-là, je veux bien laisser Thibaut en parler. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Florian. Vous avez fait partie d'un vol au sein d'une campagne de 3 vols, c'est ça ? Exactement, oui. En fait, une campagne, il y a 3 vols. Et comme on est étudiant, en fait, il y a 3 équipes qui sont sélectionnées. Et une vol chaque jour, en fait. D'accord. Voilà, donc nous, on est tombé sur le 3e jour. On était donc l'une des 10 expériences à bord. On en parlera peut-être après de ces autres expériences. Donc on a pu l'intégrer effectivement la veille, l'après-midi. Donc on a vraiment pu venir la fixer à bord de l'avion. Là on voit qu'on a pu, une fois qu'elle était installée, rajouter toute la mousse, tous les stickers des sponsors. On voit aussi sur la photo de droite qu'il y a des feuilles qui sont là pour aider un petit peu lors de toutes les petites manipulations qu'il y avait. J'ai oublié ta question. Non, tu as très bien répondu à ma question. C'était ça. C'était juste pour détailler le fait qu'il y avait. Vous n'avez pas fait les 3 vols, vous avez fait genre vraiment un vol parmi. On a fait un seul, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Et là, je repassais la vidéo. Comme tu disais, Florian, excuse-moi, je t'avais coupé. Si tu peux commenter la vidéo. Je sais pas si tu as un délai. Je sais pas si tu vois la vidéo sur le stream. Ouais, je vois. Non, ça va, j'ai pas trop de délai. Ok. Oui, là, c'est l'entrée dans la partie principale où on a les sièges pour le décollage et l'atterrissage. La partie à droite, c'est ce qui avait initialement la partie de free floating, ce qu'expliquait Clara tout à l'heure. Et là, c'est l'expérience étudiante précédente, en fait. Donc, on vient voir tout simplement l'emplacement avec notre référent technique. Et puis, il nous explique, en fait, un petit peu comment eux ont installé, où ils ont mis du scotch, les petits derniers ajustements, en fait, qui allaient nous servir pour le lendemain. Donc, vous allez être exactement à cet emplacement-là le lendemain, c'est ça ? Absolument. D'accord, ok, d'accord. Et alors, tout le reste de l'avion est occupé par des expériences du CNES. Là, c'est une campagne CNES. Mais il y a aussi des laboratoires, d'autres. C'est pas que CNES, je veux dire, qui font des expériences. Il me semble que c'est le CNES qui a sélectionné aussi ces universités qui proposent donc leur projet. Il me semble que c'est ça, c'est le CNES qui les sélectionne. Mais ça peut être des gens en thèse dans certains laboratoires en France ou des choses comme ça. Je pense qu'il y avait l'université de Paris, il me semble. Bon, je sais plus. PMC, tout à fait. Ouais, voilà. D'accord. Et donc il y avait plein d'expériences différentes certaines avec des fluides ou médicales. Très bien. Je pense qu'on peut les voir dans les autres photos. Ok. Et pour rebondir sur ce que Emma vient de dire, effectivement, là, nous, on a participé à une campagne CNES.
Mais cet avion 0G ne sert pas que au CNES, il est aussi utilisé pour les campagnes de l'ESA et aussi pour les campagnes de l'Agence spatiale allemande. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la campagne ESA qui commence cette semaine, non? Ou la semaine Cette prochaine? semaine, ouais. Ouais. Et c'est leur premier vol aujourd'hui. Avec le Covid, ils ont eu beaucoup de délais sur les campagnes et effectivement, il y a beaucoup de campagnes qui sont arrivées du coup en fin d'année. Donc c'était vraiment le rush pour Novespace cette fin d'année. D'accord. Très bien. Alors, j'ai perdu la présentation. Voilà, ok. Très bien. Est-ce que tu peux mettre... bah voilà, tu m'as devancé, j'allais dire, tu peux aller à la slide suivante ou afficher les photos suivantes, Clara. Mais... Ah mais alors, qu'est-ce que fait la personne à droite, là, assise? Alors moi, C'est sur la conversation Skype, la slide que Ouais. Clara partage, je me demandais ce qu'elle Ouais, fait. c'est bon. Ça, peux c'est peut-être l'expérience. Ouais, Vas-y. Ok. Bah alors, je vais essayer d'expliquer cette expérience du mieux que je peux, mais en fait, cette personne est en train d'étudier le comportement, il me semble, du toucher. Alors, je suis pas sûr d'avoir les bons mots, mais en fait, ce qu'il a dans la main, c'est une sorte de robot qui est directement connecté à son casque de réalité virtuelle. Et en fait, c'est-à-dire que dans sa réalité virtuelle, lorsqu'il va vouloir par exemple, appuyer sur un mur, le robot en fait va reproduire cette sensation de résistance en fait. Donc ça permet vraiment d'avoir une interaction physique avec ce qui est simulé dans le casque de réalité virtuelle. D'accord. Et donc leur expérience consiste à étudier justement tout cet impact sur l'utilisateur. Super, punaise, très intéressant. C'est ouf. Vous avez eu le temps de partager, de discuter avec les gens, les différents acteurs de ces expériences qui étaient dans votre vol? Ou est-ce que chacun fait son truc de son côté, les gens sont assez occupés, il n'y a pas trop de moments pour échanger avec les gens? Il n'y a pas énormément d'échanges, parce que c'est vrai que les gens sont concentrés, puis en plus on nous avait quand même demandé de passer le moins de temps possible sur site, donc je pense que Ouais. ce qui normalement devait se faire en 2 semaines ou en 1 semaine en tout cas se faisait en un jour ou deux, donc du coup les gens étaient très occupés. En revanche, à l'issue de chaque vol, il y a un petit débrief en fait avec donc les pilotes, le médecin, les ingénieurs et un représentant de chaque équipe. D'accord. Et ils parlent un peu de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème, etc. Vu que nous on volait sur le dernier vol, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'introduction sur ce qu'ils faisaient, parce que ça faisait déjà 2 vols qu'ils expliquaient. Ouais. Donc eux ils disaient, voilà, ce vol-ci par rapport à celui d'avant, on a eu tel problème ou on a réglé tel problème. On a quand même pu voir quelques autres expériences qui volaient avec nous, notamment en plus de celle décrite par Anthony, il y avait une expérience qui s'occupait de voir le déplacement du cœur en 0G avec de l'échographie sur différents patients qu'on venait échographier, c'était assez intéressant. Trop bien. Il y avait une expérience qui étudiait aussi le comportement de flammes. J'en sais pas trop, je connais pas les détails de l'expérience, mais ils étudiaient le comportement d'une flamme en 0G. Ok. Et après, il y avait 2 autres expériences étudiantes. Du coup, il y en avait une qui faisait voler un drone en 0G, donc dans la zone de free floating, comme l'a expliqué Flo tout à l'heure. Et la deuxième équipe étudiante, j'ai un trou de mémoire, je suis navré. Si quelqu'un peut Je pense que c'était le contrôle d'un bras robotique par mouvement en fait de la main. Et ok. ouais. Et je pense qu'aussi ils pouvaient ressentir des sensations, je sais pas, au niveau du. En fait, ils mettaient leurs mains dans un gant pour pouvoir contrôler le bras robotique. Quel intérêt de le faire en 0G là? Et en fait, ils ont aussi fait les tests en 2G et en 0G. Ah ok, d'accord. Parce que l'accélération en fait perturbe la perception, le toucher. C'est pour ça justement que par exemple l'expérience qu'on voit sur la slide de droite, ils faisaient ça en 0G, ils peuvent pas le faire en 1G parce que on s'était rendu compte que l'impesanteur ou la 2G modifiait la perception. D'accord, ok, très bien, super intéressant, ouais. Inès ? Petite pas anecdote, mais c'est intéressant la photo de droite aussi, de voir son casque VR qui a l'air un peu différent des autres. Il y a plein d'équipements qui marchent pas en 0G, et c'est le cas du casque VR. Donc ils expliquaient qu'ils avaient dû en fait le modifier, le hacker, ou ce que vous voulez, pour pouvoir en fait l'utiliser en 0G.
Et on s'est retrouvés, nous aussi, avec des problèmes, parfois les GoPro qui s'éteignent, des choses comme ça. Donc, c'est un impact sur l'électronique, sur le téléphone. Quand on essaie de prendre une photo, que le téléphone tourne, il ne sait plus où il est, dans quel référentiel. Donc, Ouais, tout ce qui est accéléromètre, etc., c'est perdu, quoi. Ça ne fonctionne absolument. Ouais. Ok. Et il me semble que la manip qu'on voit sur la droite, elle avait déjà volé et ils avaient vu le problème du casque. Et c'est pour ça qu'il a refusé voler lors d'une autre campagne, parce que la première fois, ça n'avait pas marché de la façon dont il l'avait imaginé, en fait. D'accord. Mais j'avais entendu... j'ai l'impression que en fait, les expériences en 0G ont souvent besoin de peut-être un vol supplémentaire ou d'un an de plus de développement, parce qu'en fait, une première campagne de vol, ça fait plus mettre en valeur des problèmes et des questions plutôt que d'apporter des réponses, en fait. Tu te rends compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles auxquelles tu n'avais pas pensé, et tu vas essayer de réfléchir en prenant en compte toutes ces contraintes-là et de préparer pour un vol suivant. J'avais en tête l'exemple de l'expérience de Super Hero aussi, des Flying Squirrels, l'expérience qui avait volé pour tester, je crois, une espèce de roue à inertie ou d'algorithme de contrôle avec des roues à inertie qui n'avait pas forcément fonctionné la première fois, et du coup il développait une deuxième itération. Mais c'est très intéressant tous ces témoignages-là, ouais, clairement. Trop bien. Et alors on va parler un peu de votre expérience. Maintenant on va pouvoir voir votre expérience à bord de l'avion. Il faut préciser une chose, c'est que vous n'avez pas toutes et tous pu voler, malheureusement. Vous avez dû faire un choix parce que vous étiez limité, c'est ça, à 2 personnes pour le vol. Ouais, exactement. En fait, donc quand tu postules au projet Parabole, c'est spécifié dans le dossier qu'ils n'ont que 2 places pour 2 expérimentateurs. D'accord. Et par contre, tu peux être jusqu'à 6 dans l'équipe. Donc nous, on était une équipe complète. Les autres équipes étudiantes, ils n'étaient pas forcément 6, ils étaient 4. 4 et 4 ou 4 et 3, je ne sais plus. Et donc, il y a un choix à faire. Donc ça, c'est un peu le sujet fort de l'année. Nous, on avait décidé dès le début de faire un tirage au sort, si c'était toujours possible, mais le plus tard possible, pour que quand même ce soit mieux pour nous et qu'on ne soit pas déprimés, on va dire, dès le début. Et au final, on a fait ce tirage au sort en juin, parce que c'était un moment un peu butoir. Ça nous a permis aussi d'identifier les personnes qui allaient voler et du coup de redéfinir un peu les rôles, parce que forcément, quand on vole, on ne prend pas le même rôle dans l'expérience. On va travailler sur différentes choses. Et ça nous permettait aussi de nous organiser par rapport à ceux qui étaient sur place ou pas. Donc c'est Florian et Manu qui ont volé. Et du coup, ils vont nous raconter un peu aussi tout ça, je pense, dans les prochaines minutes. Très bien, ouais. Ça n'a pas dû être... Comment est-ce que vous l'avez perçu, vous, qui n'avez pas été sélectionné, qui n'avez pas tiré le ticket pour le vol 0G? Ça n'a pas dû être simple, non? C'est étrange. En fait, tu le sais dès le début que ça va être comme ça. Ouais. Après, tu as toujours un peu l'espoir, forcément. Mais franchement, je trouve qu'on a tous super bien réagi, que ce soit du côté des volants et du côté de ceux qui ne volaient pas. La chance qu'on a eue, moi j'ai trouvé par rapport au fait que ce soit un peu Covid, on nous avait dit ça va être hyper restreint sur place, etc. Il n'y a que les volants qui peuvent aller dans l'avion. Moi je me suis dit waouh, on est privé du vol, mais de beaucoup de choses aussi au final. Parce qu'il y a toute une ambiance, comme tu disais, genre installer, visiter, voir les autres expériences, exactement. Rentrer dans l'avion, ça fait quand même partie du truc, quoi. Quand tu travailles depuis 1 an sur une expérience, se dire que tu vas même pas l'avoir dans l'avion, c'est quand même un peu dur. Frustrant, et au final, ça s'est pas du tout déroulé comme ça. Ils ont été beaucoup plus flexibles sur place. Et on a vraiment vécu la campagne jusqu'au bout, jusqu'à accompagner les gars aux portes de l'avion. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment, on était 6 pendant la campagne et c'était une équipe de 6 et c'était pas juste 2 volants et 4 autres qui restaient sur le tarmac, quoi. Ouais, bien sûr. Très bien. Super intéressant. Ouais, là, on va pouvoir donner la parole un peu plus à Florian et Manu qui sont au cœur du sujet. Bien sûr, je vous oublie pas les autres, ne vous inquiétez pas, on va essayer de distribuer un peu le temps de parole quand même. Donc là, en fait, l'expérience, elle est montée dans l'avion
le matin même ou la veille du vol? Manus ou Florian? Je suis pas certain d'avoir bien compris ta question, ce que je peux demander de répéter. Je suis désolé. L'expérience dans l'avion, elle est montée le matin même ou la veille? Non, elle est montée la veille, l'après-midi. Il faut savoir que les vols ont lieu le matin. Ouais. Donc une fois que il y avait une équipe étudiante qui volait à notre place entre guillemets dans l'avion le mercredi du coup, et donc ils volent le matin. Le mercredi ils atterrissent vers midi à peu près. Ensuite, les équipes techniques déchargent l'ancienne expérience des étudiants. Et Ok. nous, on peut embarquer à leur place. Donc, on a embarqué l'expérience en début d'après-midi. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a fait la vérification finale avec les ingénieurs de Genova Espace qui nous ont donné le go ou qui auraient pu nous donner le no-go pour pas qu'on vole, du coup. D'accord. Donc, c'est la dernière vérification avec tous les branchements sur la réglette de l'avion, la mousse, la fixation du châssis, absolument tout. Très bien, ok. Et ensuite, une journée de vol parabolique, ça commence à quelle heure et ça commence par quoi? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Florian? Ça commence tôt. Ça commence trop tôt, j'ai l'impression. Ça commence un peu. C'est environ. Donc, on s'est levé à 6h, fallait être à 6h30, 7h sur place. Parce que si je me trompe pas, reprenez-moi si je me trompe, mais l'idée en fait c'est de faire la piqûre de scopolamine assez tôt dans la matinée pour avoir les effets qui s'estompent un peu. Donc la piqûre de scopolamine c'est ce qui permet en fait d'endurer un peu mieux la 2G et la 0G, donc tout ce vol. On est un petit peu en fait, pour faire simple, un peu shooté, donc c'est un sédatif. Donc petit déj normal, on arrive là-bas un peu stressé mais en même temps un peu euphorique. Donc à noter que sur la photo qu'il y avait avant, on était tous en combinaison différentes. Donc il y a les deux volants qu'on avait la combinaison CNES du coup, et on a fait faire une combinaison pour tout le monde où on a du coup fait faire notre propre patch donc qui correspond au logo avec un petit drapeau français, etc. pour la cohésion aussi d'équipe et avoir le sentiment de tous voler. C'est trop stylé au ça. final. Trop bien. Et vous avez pu les garder ces combis Bien Icar, sûr, là? celles qu'on a achetées Oui, celles-là, on les a gardées. Donc, c'était long d'acquérir les combis. Peut-être Thibaut, tu peux toucher deux mots là-dessus. C'est toi qui es à fond dessus. Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est effectivement, on réfléchissait à avoir tous un souvenir de cette superbe expérience. Et on a pensé à une combi assez vite. On a mis du temps à la sélectionner parce qu'il y avait divers choix, tout ça. On a ensuite acheté tout ce qu'on allait apposer dessus, notamment le drapeau, le nom, le patch. Donc ensuite on s'est amusé à coudre et à thermocoller ça sur les combis. Et donc sur la photo qu'il y a là actuellement, il y a Flo et Manu donc, qui ont la combinaison CNES. Et, nous trois, les autres, on a celles qu'on a faites nous, puisqu'il faut savoir que les combis qu'on a faites nous, elles pouvaient pas être pour le vol, puisqu'elles ne correspondaient pas aux normes, notamment pour le feu. D'accord, Voilà. très bien. Et du coup, on est arrivé le matin dans les locaux, tous en combi. On nous a tous un peu regardé bizarrement. Au début. Nous Et aussi, puis, on veut faire partie de l'aventure. On a une combi. Ouais, pour la petite Mais attendez, anecdote, ça ils ont voulait un pas peu avec cette combi. Trop bien. Trop bien. Vas-y, Flo, excuse-moi. Je disais, ouais, pour la petite anecdote, ils ont un peu tiqué quand on est arrivé. Ils ont dit, mais vous volez avec ça, là? C'est pas nos combis, ça? Les nôtres, elles sont bien. Donc, ouais, c'était marrant. Très bien. Ok. Alors sur la photo suivante, on voit. Alors je sais pas si. Donc là, vous êtes déjà en vol, non? Je crois. Hein. Parce qu'on voit. Non. Non, pas encore. Ok. Est-ce que Manu, tu peux nous préciser un peu les gens qui sont à bord? Donc évidemment, il y a les gens qui sont autour des expériences. Il y a des zones à respecter dans l'avion. Il y a des gens qui ont des combinaisons orange. Il y a des gens qui semblent. C'est ça. En fait, on va le voir sur les vidéos. Il y a bon, comme tu disais, les expérimentateurs pour chacune des expériences. Là, Ouais. voilà. Là, on voit les gens orange, c'est ce qu'on appelle les PNS, c'est les personnels navigants de sécurité, si je dis pas de bêtises. Ces gens-là sont là pour nous resserrer les sangles si jamais on les serre pas assez et qu'on part dans tous les sens. Mhm. Ils sont là pour s'assurer qu'on fasse pas n'importe quoi avec notre expérience et que tout se déroule bien dans l'ensemble. À l'arrière, on voit avec une combi bleu ciel, c'est le doc qui est dans l'avion. Donc lui, il est chargé de s'assurer que personne ne tombe malade pendant le vol.
Et si besoin, réinjecte de la scopolamine aux gens qui sont malades. Ok. Ce qui m'est à moitié arrivé. Oui, ça arrive souvent, j'ai eu l'impression, ouais. Ouais, j'étais pas malade, mais enfin, on en reparlera plus tard. J'étais pas malade, mais par sécurité, j'ai droit à une deuxième piqûre pendant le vol, du coup. Par sécurité. Ouais. Ok. Et donc voilà. Après, bien évidemment, il y a les pilotes, mais on ne les voit pas, ils sont un peu occupés. Et puis c'est à peu près tout. Après, si au milieu, qui est à moitié assis dans l'air, il y a Sébastien Rouquette qui lui est là parce qu'il aime bien être là et qui supervise un petit peu. C'est son kiff, quoi. Sébastien Rouquette, il travaille au Cadmos, c'est ça? Il est responsable de la campagne côté CNES aussi. Ah oui. Il est responsable de toute la campagne, donc c'est lui qui a suivi un peu toutes les expériences. On a un peu moins d'interaction avec lui parce que l'interaction qu'on a côté CNES, c'est un responsable dédié aux paraboles étudiants. Mais lui, du coup, il supervise toutes les campagnes, donc il vole en fait à chaque fois. Mais oui, c'est plate, du coup. Trop bien. Je te vois Anthony poster dans le chat que Manu est plus blanc que l'avion. Ça s'est mal passé, apparemment. Non, ça s'est pas mal passé. C'est pas mal passé. En gros, faut savoir que j'ai une peur bleue des aiguilles. Ah. Et donc déjà la première piqûre, j'étais pas super à l'aise, mais c'était au sol, donc ça allait à peu près. Et le doc m'avait dit, il m'a demandé si j'avais le mal des transports, je lui ai dit que normalement non, il n'y a pas de souci. Puis il m'a injecté une dose qui était un petit peu faible, d'autant plus que j'ai un gabarit peut-être un peu plus, je suis peut-être un peu plus large, on va dire que Flo par exemple, et il m'a mis un peu moins que Flo. Donc il m'a dit si tu te sens mal pendant le vol, tu me dis et on fait quelque chose. Je lui ai dit d'accord, pas de souci. Pendant le vol, arrivé à la fin de la première série, donc pour rappel, on a 6 séries de 5 paraboles, pardon. Donc arrivé vers la deuxième série, je crois, je commence à me sentir un petit peu barbouillé, mais je suis pas particulièrement malade, j'ai pas envie de vomir, ça va à peu près. Apparemment j'étais blanc, mais je m'en souviens pas trop. Et donc je préviens le doc vient me voir, on me demande comment ça va, je lui explique. Et il me dit, je vais te refaire une piqûre. Et donc moi je suis pas très à l'aise, comme je disais, avec les aiguilles. Il me dit, vas-y, enlève ta combi, je vais te piquer dans l'épaule comme pour la première. Finalement, pas le temps, il me dit, je vais te piquer dans le cou. Donc, là on voit que je suis on voit là sur la photo que je suis extrêmement à l'aise pendant qu'il est en train de me faire une injection. Ah, il est venu carrément sur place sur le poste de truc. Ah ouais. Il est venu derrière et il m'a dit je bouge pas, je vais te piquer dans le cou, et il m'a injecté le double de ce que j'avais eu sur la première piqûre. Mais là il te le fait en conditions stables, hein, j'espère. Il le fait pas en 2G. Non, il le fait en 1G, ni en 0G ni en 2G, non. Oui, bien sûr. Ok. Mais c'était entre deux paraboles, non? C'est pas ça? Oui. Pour l'anecdote, notre référent technique qui était aussi dans l'avion était en train de discuter avec le médecin et en fait le docteur a regardé Manu et lui a dit vous voyez celui-là là-bas, prochaine parabole, je le pique. Voilà, ah ouais, il les repère, quoi. Ouais, ça, il les repère de loin. À savoir qu'on était les petits nouveaux aussi de l'avion, entre guillemets, et que tout le monde était autour de nous, déjà référent technique, savoir si l'expérience n'avait aucun problème. Puis c'est notre premier vol, donc il fallait être sûr qu'on soit pas malade et qu'on fasse pas de bêtises, quoi, dans l'avion. D'accord. Donc on était suivis de ce côté-là. Et petite précision sur tout à l'heure, on voit bien les pilotes dans l'avion, parce qu'ils sont pas 3 mais bien 4, parce qu'il y en a un qui tourne en fait. Et c'est celui qui fait ce qui est interdit sur la slide d'avant, qui est monté au plafond, et choses comme ça. Enfin, ils sont 10 fois plus à l'aise que tout le monde, bien évidemment. D'accord, ok. Donc on a toujours un dans la qui s'amuse, qui prend des photos, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé, c'est que normalement il y a une zone, là où on voit justement le dock derrière, donc au niveau des filets, il y a une zone où on peut normalement s'amuser un petit peu et profiter de la 0G, mais là Covid oblige, ils ont fermé cette zone et on n'a pas le droit d'en profiter. Donc on était sanglés du début à la fin du vol, hormis pour les PNS et autres personnels. Donc vous n'avez pas pu faire d'acrobatie et profiter. Aïe, terrible. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Évidemment, hein, on est là pour l'expérience. Hein. On le sait. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que déjà le fait de pouvoir voler, c'était une chance incroyable, et même si oui, au début peut-être un tout petit peu pas frustré, mais un petit peu c'est dommage, on aimerait bien faire des cabrioles. Au final, on était concentré sur l'expérience et puis pouvoir voler, et c'était déjà génial. Non, si quand même, ça aurait été cool de pouvoir faire des cabrioles. Moi d'ailleurs, je commence à mettre de côté
là pour le prochain vol touristique. Il est frustré, Florian, il dit, on n'a pas pu faire mon salto là. C'est vrai qu'à un moment, tu commences à être un peu plus à l'aise et de ressentir des sensations différentes en faisant des mouvements que tu pourrais faire sur Terre. Ça aurait pu être sympa à expérimenter. Mais je pense que ça s'implémente plutôt sur 3 vols et pas sur un vol en configuration étudiant où tu viens faire ton expérience. Je pense que même si on avait eu la zone de free floating, on n'aurait pas pu y passer beaucoup de temps parce qu'il se trouve que y a des gens qui veulent aussi faire ce genre de choses, donc il faut attendre, il faut se coordonner pour les différentes paraboles. Donc voilà. Clairement. Et là, du coup, sur la photo, on va pouvoir parler peut-être... tu me dis, Flo, ou n'importe qui, hein, quand vous avez des vidéos à montrer, je les passe quand vous voulez. On va pouvoir parler un peu de l'expérience et de la séquence, du coup. Je sais pas si c'est plus parlant avec la photo suivante ou celle-ci. Peut-être qu'on va montrer la photo suivante, Clara, avant de passer à une vidéo. Je trouvais qu'elle était pas mal. Où on voit vraiment on voit vraiment le bras et le CubeSat qui a été lâché. Là, ce qui se passe, c'est que je suppose que du coup, comme on te voit pas sur la photo, Manu, toi, tu es sur le côté en train d'essayer de contrôler le bras avec la manette. Exactement. Absolument. Et donc, le but étant de venir accrocher avec l'aimant le bras au CubeSat, donc à un des côtés. Bon, comment ça se passe? Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Manu, je te laisse répondre. Ouais, Ouais, merci. Manu. Alors, la libération du CubeSat s'est déroulée comme prévu. C'est-à-dire que lorsque l'on libérait le CubeSat ne bougeait pas, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de frottement ou de contraintes parasites qui venaient faire se déplacer le CubeSat pas comme on le voudrait. En revanche, il faut savoir que lors des paraboles, on n'est pas en apesanteur, on est en micro-pesanteur. C'est-à-dire qu'il y a des perturbations quand même de l'ordre du centième de G. Sur le meilleur vol de la semaine, c'était l'ordre de 1 centième de G, le minimum qu'ils ont réussi à avoir. Nous, on était de l'ordre d'une dizaine de centièmes de G, de ce que j'ai compris. Et en fait, on pensait pas que ça allait avoir un tel impact, mais il se trouve que après la libération, à cause des perturbations, le CubeSat qui flottait venait aller taper contre les parois du. Ah oui, c'était à ce point-là quand même. C'était quand même à ce point-là. Oui. D'accord. Et du coup, en fait, une fois qu'il tape, après, il est incontrôlable parce qu'il va dans tous les sens. C'est ça. En fait, il y avait comme on l'avait montré avant, il y avait un moteur avec un volant d'inertie qui était censé venir lui imprimer une rotation et le stabiliser un petit peu. Et en fait, il n'avait pas le temps de se stabiliser, qu'il allait déjà taper sur une paroi et du coup, il allait. Une fois qu'il tapait, il partait un petit peu dans tous les sens. Alors, on a quand même essayé de le capturer. On n'est pas passé loin. Okay. On n'est vraiment pas passé loin, mais du coup, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a pas forcément on va pas forcément pouvoir étudier ce qu'on voulait initialement, on a quand même trouvé d'autres choses à étudier après le vol et on revient pas bredouille en termes de données. On a quand même pu récolter toutes les données qu'on voulait. Le bras a fonctionné en 0G. Il aimait pas trop la 2G pour le coup. On est censé venir le remettre dans une position de secours, une position de sécurité en fait, où il reposait sur les profilés horizontaux qui sont qu'on voit pas là, mais qui sont à droite de la photo. Ok. Il y a des fois où on l'a pas pu parce que comme tout se faisait à la main et que 22 secondes ça va très très vite. Des fois il est tombé sous son poids en 2G. A priori ça l'a pas trop endommagé, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi derrière à s'en resservir. Et puis voilà. D'accord. Je pense que j'ai à peu près tout couvert. Mais en gros, une fois que le satellite était vraiment incontrôlable, ça devait être très très difficile de contrôler le bras pour suivre un mouvement incontrôlable. Tout ça en 22 secondes, ça a dû être très très compliqué. Et moi, j'avais une question sur le. Donc là, on le voit flotter. Et à la fin de la parabole, on repasse en 2G. Donc je vois que vous avez mis plein de petites mousses partout pour amortir les chocs, etc. Et il n'y avait pas un risque que ça retombe sur le mécanisme de déploiement et peut-être l'abîmer? Flo, je vais te laisser répondre. Enfin, ou Flo, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Quelqu'un d'autre Ouais, quelqu'un d'autre peut répondre. Je sais pas, Anthony par exemple, peut-être que tu peux répondre là-dessus. Ouais, bien sûr. Écoute, effectivement, c'était un des plus gros risques de notre expérience. C'est ce qui se passe quand on a des objets en free floating. C'est le risque que des pièces se cassent
Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a choisi le châssis étanche. Maintenant, pour empêcher ça, comme on le voit bien sur la photo, on est allé mettre de la mousse un peu partout, donc essentiellement au sol et aussi sur toutes les arêtes du cube. Donc on voit bien qu'il est bien protégé. Et pour ce qui est de la boîte avec nos composants électroniques, en fait, on est allé aussi la couvrir de mousse. C'était là qu'étaient pas très chauds les ingénieurs de Novespace parce qu'ils avaient peur justement que le CubeSat tombe sur cette boîte et vienne endommager l'électronique. Et ça pourrait être assez préjudiciable. Donc on a protégé ça du mieux qu'on pouvait. Et pour ce qui est du déployeur, effectivement, ça aurait été un problème si le cube était tombé par exemple sur le ressort. Si le cube avait endommagé un des ressorts, ça aurait été difficile. Maintenant, les pièces, on les avait designées de façon à ce qu'elles soient assez épaisses et qu'il n'y ait aucun risque. Donc, au pire des cas, si le cube tombait sur le déployeur, c'était la mousse du cube qui prenait et tout s'est bien passé. En tout cas, c'est arrivé et il n'y a pas eu de souci. Puis on avait fait quelques tests avant aussi. Ok, d'accord, très très bien. Bon, on va peut-être pouvoir pour passer... les ressorts, on spare. avait aussi d'autres parce qu'on a un sac de vol avec nous. Ok. Donc pendant le vol, dans lequel on a quelques équipements au cas où. Et D'accord. du coup, il y avait quelques ressorts de rechange. Donc dans le pire des cas, on aurait pu se permettre si jamais on n'avait pas le temps de changer les ressorts, de perdre une parabole et du coup de ne pas utiliser le déployeur et de changer les ressorts à la parabole suivante ou alors de réussir en 1 minute à tout changer et dans ces cas-là, ne rien perdre du tout. Et là, Il y a toujours des petites solutions. vous auriez ouvert le couvercle d'en haut ou vous seriez passé avec les gants parce que je vois qu'il y a des espèces d'emplacements pour gants sur la gauche. Mais justement, il y avait plusieurs procédures. Peut-être Thibaut, tu vas en parler. Les différentes procédures qu'on avait pour le vol, en fait. Si tu veux, oui. Donc en fait, pour cette expérience-là, on avait effectivement les gants qui étaient là puisque c'était le châssis étanche. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur cette photo-là, mais on avait fait un nœud avec les gants, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, on n'allait pas interagir avec l'intérieur du châssis au travers des gants, mais plutôt en ouvrant le châssis. Donc en fait, on remettait en place le CubeSat dans les dents du déployeur en ouvrant le châssis. D'accord. On a été un petit peu ambitieux parce que finalement, on a vu que pour le vol et les gars ont fait un super boulot, c'est que on a prévu énormément de choses à faire entre chaque parabole, donc c'était beaucoup de boulot. Et je pense que si on devait refaire ça, on en mettrait un petit peu moins. Donc effectivement, entre chaque parabole, il fallait ouvrir le châssis, remettre le CubeSat en place. Donc il fallait aussi réarmer le déployeur. Enfin, je pense que Manu et Flo peuvent ajouter des choses. Et ensuite, pendant ce temps-là, le second opérateur était là, en train de voir si on avait effectivement réussi à avoir les informations, si tout s'était déroulé à peu près bien. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ce que tu peux mettre, c'est la vidéo, éventuellement la deuxième. Oui, tout à fait. Et ouais, Manip 01. En gros, on a aussi, comme tu évoquais les risques tout à l'heure, le risque que ça tombe sur le bras. Donc effectivement, on avait fait quelques tests pour savoir ce qu'on pouvait endurer le bras. On a moussé le CubeSat à fond. Et oui, la référence à MoussSat de Mathieu Compin dans le chat. En fait, le fait est qu'on avait découpé ça en plusieurs procédures et plusieurs actions en fait. Donc au début, on libérait juste le CubeSat, on touchait pas au bras, on regardait comment il réagissait et ce qui se passait en 0G, où est-ce qu'il retombait et quel impact il avait sur les autres sous-systèmes. Et ensuite, dans une deuxième partie du vol, on a décidé en fait de bouger le bras et de voir comment il réagissait aussi et d'initier une capture en fonction des paraboles. Donc on choisissait quand est-ce qu'on voulait capturer et on pouvait aussi adapter la vitesse du moteur à l'intérieur du CubeSat et profiter du coup des différences parce qu'il y a des différences et il y a des perturbations entre les différentes phases de 0G. Donc il y a des phases, comme on le voit sur la vidéo, là il va venir taper tout de suite en haut, il y en a d'autres où il restait vraiment sur place. Donc fallait s'adapter aussi à ça et agir sur le moment. Il y a plusieurs choses à regarder dans cette vidéo, c'est assez intéressant. Il y a à la fois les trucs qui pendouillent là sur le côté, qui sont des jouets, j'ai l'impression.
sont soumis à aucune perturbation à part les perturbations de l'avion, et on voit qu'en fait, il bouge dans tous les sens. Et on voit aussi le CubeSat. Je vais remettre la vidéo, je remets le play. Si vous pouvez voir le CubeSat, attendez, je mets en grand écran. Au moment de la parabole, on voit le CubeSat partir dans tous les sens. Le CubeSat, il est là. Je sais pas si vous voyez mon écran. Hop, 0G. Donc là, Manu, si je me trompe pas, du coup, toi, t'actives le mécanisme. Exactement. Là, en fait, je m'achète un peu de délai. Puis j'appuie sur la poignée pour libérer les deux bras. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que le CubeSat, il a d'abord fait un mouvement vers le bras, il a tapé, et ensuite il est parti à gauche, il a tapé dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on voit flotter là? Une espèce de sangle qui flotte à côté. Alors ça, c'était la sangle qui servait à maintenir le bras pendant les phases. En fait, il y a plusieurs séries, on avait plusieurs types de procédures, et les premières paraboles, on n'a pas utilisé le bras. Donc on a sanglé le bras à l'intérieur du châssis pour éviter qu'il bouge justement avec ses perturbations et éviter de l'endommager. Il est possible qu'on n'ait pas enlevé totalement la sangle lorsque l'on a détaché le bras, et qu'il y a un bout qui flottait un petit peu dans le châssis. Non, là en l'occurrence, la sangle était complètement détachée, elle s'est détachée au tout début de la parabole, mais c'était intéressant en fait, et ça a été une proposition en fait des référents techniques et puis personnel Novespace, quand ils ont vu qu'en fait on avait des problèmes au niveau des perturbations sur le CubeSat. Deuxième parabole, ils sont arrivés, ils ont fait un bout de scotch avec ce qu'ils avaient sous la main, là on le voit sur la vidéo que tu es en train de mettre. À droite là. Et, le petit truc par terre là qui ressemble à une boule de scotch, c'est en fait une boule de scotch, absolument. Et c'est eux qui ont mis ça, en fait, on suivait le mouvement décrit par cette boule de scotch et voir les perturbations qu'il y avait à l'intérieur du châssis, donc dans l'avion, et de savoir à peu près quand lâcher le CubeSat. Mais c'est impressionnant. Hein. Il y a vraiment beaucoup de perturbations. T'as vu comment elle a décollé la boule de scotch? C'est pas du 0G, 0G, hein, c'est du... C'est impressionnant. Et pourtant, on reste sur des variations qui sont infimes. C'est quelques centièmes de G, mais ça suffit à faire des gros mouvements. Déjà, là, il tombe. Le truc, il est pas en 0G parfait. Paf. Ouais. Comme je l'ai dit dans le chat, dans l'ensemble, toutes les expériences en free floating dans les vols 0G sont très compliquées parce que il nous faut du 0G parfait en fait pour que notre expérience fonctionne dans les meilleures conditions. Ouais. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ou alors, il faut avoir un moyen de le faire tourner avant pour avoir une stabilisation plus forte et être moins soumis aux perturbations, mais... Tout à fait. Sinon, on pourrait aussi avoir une place dans l'ISS, ça pourrait être sympa. Voilà. Ça serait cool, ouais. Ok. Et pour répondre à une question dans le chat d'Antoine Astro, on ressent complètement les sensations en étant sanglé. D'ailleurs, on s'amusait à se désangler un petit peu et les personnels Novespace viennent nous ressangler à chaque fois. Mais on ressent exactement les mêmes sensations que si on était détaché. Et c'est très important d'être attaché. On peut le voir sur certaines vidéos ensuite. Oui, parce que si on comprend bien, si le scotch fait ce mouvement, tout ce qu'il y a dans l'avion fait ce mouvement aussi. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas sanglé, là, vous décollez. Hein. Absolument. Très bien. Ok. Je voulais poser la question, c'est quoi cette petite... On dirait qu'il y a un scotch là qui attache le bras. Bah, c'est ça justement la sangle. En fait, c'est sa ceinture de sécurité quand il est en 2G, en fait, pour qu'il évite de bouger. Nous, on appelait ça twerker, mais c'était un peu le même mouvement. Et en fait, on venait le décrocher avant la parabole où on voulait l'utiliser. Donc la séquence complète, si je comprends bien, c'est quand vous partez en 0G, vous désanglez d'abord le bras, puis après vous détachez le satellite et ensuite vous essayez de l'attraper. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, il y a des séries, enfin des paraboles pendant lesquelles on voulait contrôler le bras, mais au début du vol, on ne voulait pas s'en servir. Donc là, il était sanglé. Ensuite, quand on voulait commencer à se servir du bras, faut savoir qu'entre les paraboles, on a des pauses de 1 minute 30. Et entre chaque série, on a des pauses de 5 minutes, sauf à la moitié du vol, on a une pause de 8 minutes. Et en gros, l'idée, c'était, première parabole, on se sert pas du bras, donc on l'attache avec sa ceinture de sécurité, comme disait Flo. Et lorsqu'on veut s'en servir, on le détache. Et là, on peut commencer à s'en servir. C'est pas partie de la procédure entre les paraboles. D'accord. Je passe à la vidéo suivante, hein. Je continue. Ouais, après c'est une vue. En fait, on a essayé de varier les vues pour les vidéos. Donc il y en a, c'est même parfois les mêmes paraboles, mais là c'est une vue en première personne pour essayer de se rendre compte. Se rendre compte d'en face
et de se rendre compte de la 0G, quoi. Ouais, c'est pas, ouais, ça doit être frustrant quand tu vois ton satellite partir dans tous les sens. Là, c'est, ah ouais, c'est terrible parce que là, ton expérience, tu peux, enfin, et là, c'est très court. On l'a vu en première personne. C'est, voilà, quand ça commence, c'est vous donnez un petit clin d'œil, tu détaches la sangle. Donc là, on est injection, là, ça y est, 0G. Tu détaches la sangle. Excuse-moi, mais moi j'ai un décalage sur la vidéo, je crois. Ok, non, il n'y a pas de souci. Hop, la Manu, il détache le CubeSat. Ça, en gros, la procédure, lorsqu'on se servait du bras, c'était lorsque on a des annonces en fait dans l'avion qui nous indiquent où est-ce qu'on en est sur les phases de ressources Ouais. de G avant ou après. Lorsqu'ils disent injection, donc lorsqu'on arrive, on va avoir la transition pour la 0G. On se redresse, on arrive, on essaie un peu de savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Ensuite, l'opérateur qui est, alors sur la vidéo, c'est l'opérateur qui était, je crois que c'était moi du coup, c'est l'opérateur qui était au fond. Son taf, c'est de se pencher en avant et d'actionner le levier de frein qui permet de libérer le CubeSat. En parallèle, l'opérateur bras, qui est, donc là on voit en première personne, il prend la manette de Xbox et il essaie de faire bouger le bras pour essayer de capturer le CubeSat. La mise en rotation du satellite, elle pouvait être faite sur la manette ou sur le PC. Par souci de simplicité pour l'opérateur bras, on a décidé de le faire depuis le PC. D'accord. Mais là, sur cette parabole-là, on l'a pas vu l'opérateur manette utiliser la manette, c'est normal? Alors, j'ai pas regardé la vidéo honnêtement, c'est que... Normalement. Alors, soit c'est une parabole où on se servait pas du bras. Ok. J'expliquerai pourquoi. Est-ce que là j'ai l'impression qu'il est sanglé parce qu'il bouge pas du tout. Le bras du peu que j'arrive à voir. D'accord. Donc j'imagine que c'était l'une des paraboles où on bougeait pas le bras et que dans ce cas-là, l'opérateur bras, donc celui qui a la manette en fait, il lance la rotation du CubeSat. Enfin, il peut lancer la rotation du CubeSat. C'est pour ça qu'il avait la manette dans les mains. D'accord. Flo, corrige-moi si j'ai une bêtise. La touche qui était utilisée pour activer la rotation, c'était RT, donc la touche derrière qu'on ne voit pas sur la vidéo. Et donc là, dans cette config, le bras, on l'utilisait pas, donc la manette servait juste à délester en fait un petit peu le boulot de celui qui était sur l'ordi parce qu'il avait beaucoup de choses à gérer. Et quand on est passé en configuration bras, donc on devait manipuler le bras, là il était compliqué du coup pour l'opérateur avec la manette de contrôler et le bras et le CubeSat et en fait de désactiver l'électroaimant, etc. Donc là on a décidé de passer la commande plutôt manuelle, non pas à manuel mais à manuel sur l'ordinateur. Ok. Très bien. Désolé. Alors là, on est à la 5e vidéo. Ouais. Belle 0G. Hop. Là, c'est une parabole encore entre guillemets classique, je crois. Là, il contrôle le bras, donc là, on a échangé de poste. Et là, on est passé dans la configuration où Manuel, du coup, utilise la manette pour essayer d'attraper le CubeSat. Donc, on voit le bras se déplacer sur la gauche, si je ne me trompe pas. Là, j'ai du mal à voir sur mon écran. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, on voit pas le bras. On voit le bras est caché et le CubeSat est parti en bas à gauche et voilà, on le voit plus. On le voit disparaître. Je peux la remettre, mais... Bah, sur la même, je crois que sur la vidéo suivante, tu as l'intérieur en fait, avec la même scène, mais de l'intérieur du châssis. Ok. On voit le, bon c'est très court parce que on a enlevé la fin où ça se tape de partout, donc on a gardé 10 secondes de parabole à l'intérieur du châssis. Donc on voit vraiment le déploiement du CubeSat et on essaye d'amorcer en fait dès qu'on rentre en 0G. Ouais, pour rapprocher, ouais. Ouais, et on lâche pas le CubeSat tout de suite, on attendait 2 secondes, 3 secondes que le petit bout de plastique il se lève ou non. Et ensuite on lâchait le CubeSat, on lançait la rotation en même temps, donc sur le PC. Et voilà, on voit bien galérer aussi. Le bruit qu'on entend, je sais pas si vous entendez les viewers, mais le bruit qu'on entend c'est le moteur, du CubeSat. Du CubeSat, ouais, c'est ça. Attendez, je le mets plus fort. Et potentiellement aussi le bruit des moteurs du bras qui faisait que... Ouais. Peut-être un peu trop fort là, peut-être abusé là. Mais ouais, en regardant toutes les vidéos et pour le post-analyse, c'est vrai que c'est un peu troublant le bruit à l'intérieur du châssis. Parfois, c'est ouf le bruit, c'est vraiment impressionnant. Voilà, là on voit en fait qu'à plusieurs reprises, voilà, là il est venu taper, on avait même pas la bonne face qui était côté bras et là c'est terminé, il n'y avait plus de capture possible. Ouais, c'est pas possible. En tapant, il s'est retourné et
On avait la mauvaise phase devant. C'est un peu le problème qu'on avait, c'est le problème qu'on a eu pendant le vol, c'était ces perturbations-là. Mais c'était... Sinon, dans l'ensemble, le projet reste une réussite. Y a pas de... Ouais, bien sûr. Non, mais ça a été, voilà, vous étiez pas responsable de la qualité des paraboles, évidemment, et le 0G étant ce qu'il est, tout n'est pas faisable dans cet avion, quoi. Mais moi, je trouve que c'est déjà un succès super, parce que rien que le développement du mécanisme, le contrôle du bras, etc., a l'air de tout bien fonctionner. Je suis persuadé qu'avec une très bonne 0G, tout ça fonctionne parfaitement, quoi. Ouais, après, si on avait pu avoir peut-être 3 vols comme les autres expérimentateurs, peut-être qu'on aurait pu... donner plus de chances pour réussir, ouais, clairement, ouais. Pour répondre à la question de Jex2512, si on nous avait prévenu, et même on savait en ayant échangé avec différentes personnes que ça allait être compliqué ces perturbations. En revanche, on n'avait peut-être pas anticipé que ça ait autant d'impact, et puis on voulait quand même tester parce que on s'était dit qu'on allait quand même avoir des paraboles où ça allait être exploitable. Malheureusement non, c'est peut-être aussi des erreurs de manipulation de notre part. C'est vrai que comme on disait, comme on n'avait qu'un vol, on avait peu de recul sur ce qu'on faisait. Mais sinon, si, on nous avait prévenu. Et là, vous vous dites quoi, là ? Vous vous dites peut-être lance un peu plus tard, le temps que j'arrive un peu plus tôt avec le bras. Enfin, qu'est-ce que vous échangez comme parole, là ? Alors là, c'était... moi, je devais lui dire de remettre le bras en position, parce qu'on le voit à la fin de la vidéo, il chute bien fort sur la tête. Et en fait, on avait des soucis pour le faire revenir en position initiale. Donc, à chaque parabole, on faisait un espèce de bilan qu'on aurait dû faire à l'écrit, mais on était tellement pris par le truc, et puis plus la scopolamine qui agissait bien. On faisait vraiment un check sur ce qui venait d'être fait. On se parlait en permanence, en fait. Je déploie, j'active, je mets le moteur, vitesse 9, ok, check. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine parabole ? On se parlait en fait en 2G. Comme ça, on pouvait se relever directement, ouvrir le châssis et refaire toute une manipulation comme on venait de se mettre d'accord. Et voilà. Donc, c'est sûrement ça qu'on se disait à ce moment-là. En fait, à l'issue de la première parabole où on a libéré le CubeSat, comme avait dit, je crois que c'est Anthony qui avait mis dans le chat, on a 31 paraboles en tout, la première étant une parabole découverte. C'est-à-dire qu'on fait pas d'expérience, c'est juste pour que notre corps s'habitue à la... Surtout pour nous qui volions pour la première fois, on s'habitue à la 0G. Ensuite, on est parti sur l'expérience dès la deuxième parabole, du coup. Et on était dans une configuration où le bras ne servait pas et c'était purement une libération du CubeSat, même pas de rotation du CubeSat, juste pour voir un peu comment il se comportait. Et on s'est rendu compte dès la première parabole qu'il venait de taper, qu'il y avait des perturbations et qu'il se comportait pas comme il fallait. Du coup, on a eu plusieurs techniques pour essayer de contourner ce problème. Mettre le bout de mousse comme nous avait proposé du coup les PNS, pour essayer de visualiser, décaler aussi la libération dans le temps parce qu'on savait en ayant vu des profils de paraboles d'anciens vols qu'il y avait des perturbations qui étaient surtout dans les premières secondes de la 0G. Donc du coup, après injection, on attendait en général 3-5 secondes avant de libérer. Et en pratique, il y avait quand même toujours des perturbations parasites et on n'a pas pu s'en affranchir totalement. Mais c'est quand même un succès, comme disait Ludovic. C'est trop classe déjà si vous arrivez à remonter aux angles de l'air depuis des vidéos, ce serait trop bien. Vous avez prévu de réutiliser l'expérience. Est-ce que vous avez prévu une suite à cette expérience-là ? La suite, on est en train d'y réfléchir. Déjà, pour l'instant, il faut finaliser le projet Parabole. Donc là, après le vol, on a commencé un peu on avait pas mal de choses logistiques à faire. Donc on s'est un peu attelé à ça en octobre. Et là, on va vraiment se remettre dans la technique, bien reprendre à tête reposée toutes les données qu'on a récupérées pendant le vol pour essayer de voir ce qui est exploitable et ce qui peut l'être moins. Et on a un dossier aussi à rendre au CNES, qui est un dossier un compte rendu d'expérience. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse là d'ici fin 2020. D'accord. Et ensuite, effectivement, on réfléchit un peu à une suite pour le projet iCare et non pas juste le projet Parabole. Parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus, on a quand même beaucoup évolué ensemble et je pense qu'on est une équipe qui se connaît très bien et qui est capable de fonctionner et à distance et en présentiel, donc ça c'est quand même une force.
Et aussi, on avait tous un peu l'intérêt pour les débris spatiaux, c'est pour ça qu'on a choisi cette expérience. Donc là, on essaie de voir ce qui est réalisable ou non. On n'a pas forcément parlé, mais au tout début, quand on montait le projet, on a pas mal rencontré d'industriels au final pour essayer de discuter avec eux de ce qui avait été fait ou pas déjà en 0G. Et du coup, on a eu beaucoup d'échanges qui nous ont permis d'un peu réfléchir au-delà de l'expérience parabole. Donc là, on ne sait pas forcément trop vers quoi on pourrait s'orienter, mais on va essayer vraiment d'y réfléchir dans les prochaines semaines, tous ensemble. D'accord, très très bien. Ok. Je me permets de passer la vidéo où tu filmais l'horizon. Attends. Ouais. J'ai raté. Ça, c'est une vidéo qui a été prise du coup sur les 2 dernières paraboles. Parce qu'on s'était détaché, on avait dit on arrête l'expérience ici et on va se mettre sur les sièges. Et on voulait voir en fait l'horizon par le hublot. Et en fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On nous avait recommandé de ne pas le faire au début du vol. Parce que ça peut être un peu perturbant. Et je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a recommandé de le faire à la fin. En fait, on voit que là, il continue à monter, et l'angle est assez impressionnant. Il monte il est à un peu plus de 40 degrés, si je dis pas de bêtises. On dirait que c'est une quasi-verticale, c'est insane. 45, ouais. Oh, c'est ouf. Et là, on part dans la parabole, du coup, donc j'ai un petit peu de mal à filmer, forcément. Et là, c'est le début de la chute libre, donc pendant 30 secondes, l'avion chute complètement. Impressionnant. En fait, il conseille d'éviter de le faire en premier parce qu'après, le cerveau, il comprend à chaque parabole ce qui se passe dehors. Et c'est pour ça que c'est plus recommandé de le faire à la fin. Ça, vous l'avez fait pour la dernière parabole ? Les 2 dernières paraboles. Ouais, les 2 dernières, c'est ça. Et malgré ça, vous n'avez pas pu faire de figure et tout ça, vous deviez rester à vos sièges ? Absolument. Ouais. Mais avec la sangle bien détachée. Mais oui, c'est... Ah là là. Trop stylé, punaise. Trop stylé. Et après, je crois que tu as une autre série de vidéos, mais plus les trucs, je sais pas, le dossier s'appelle Fun, mais c'est pas forcément fun. Mais il y avait une vidéo justement où on voit, la première, je crois, où on voit justement une grosse perturbation sur nous. Donc on voit Manu qui est en position assise et que du coup, cette perturbation, elle touche pas vraiment parce qu'il avait la sangle bien serrée. Mais on voit que moi, si j'avais pas de sangle à ce moment-là, je pense que j'aurais pas pu, que j'aurais gâché la parabole, quoi. J'aurais pas pu activer ouvrir le CubeSat ou alors juste taper ce qu'il y avait à faire à l'ordi. Et d'où l'importance de la sangle. Ah oui, d'accord, ok, on doit partir. Et ça, c'était pas contrôlé, quoi. C'est vraiment d'un coup et on voit que le CubeSat suit ce mouvement-là juste ensuite, ou même en regardant les doudous qu'on avait apportés. Ouais. C'est vous qui les aviez accrochés ? Ouais. Trop bien. Non, on avait le droit de ramener des trucs non homologués. Hein. C'était des doudous. Ouais. On a fait voler aussi une photo de nous 6 qui était juste au-dessus du châssis. Pour fixer en 2G, pour tenir la 2G. C'est ça, c'était notre point de repère en 2G parce qu'on nous recommandait de pas trop bouger la tête. Donc on fixait la photo de nous 6. On pensait à vous. Et là, c'est la même vidéo, mais en vue de flow. Ouh. Ah, on voit que je m'écarte en fait. Et que, si j'ai pas la sangle, j'attrape pas la poignée, quoi. Et puis l'autre à côté en orange qui fait Tarzan et qui maîtrise très bien le truc. T'as fait un petit Rubik's Cube aussi ? Qui est-ce qui a fait ça ? Ouais, je suis fan de Rubik's Cube et je me suis dit que j'allais en emporter un dans le vol et du coup je me suis amusé à faire un peu de Rubik's Cube à la dernière parabole justement, le faisant voler sur le siège. Sympa. Bon, j'ai pas eu le temps de le finir malheureusement, j'étais tellement préoccupé parce qu'à la fin il se barre en fait, mais j'arrête la vidéo parce que je me lève. En fait, il s'en va très vers le haut et je me suis relevé de mon siège. Très bien. Eh ben écoutez, je vais laisser les vidéos tourner en fond. On va pouvoir voir la suite. Tu voulais me montrer une petite photo de groupe à la fin, Clara ? J'avais l'impression pour conclure. Ouais, on a ça. Ah, je viens de la mettre normalement. Yes, attends. D'ailleurs, c'est justement la photo qui a volé. Exactement. Ouais. C'est cette photo qui a volé du coup ? Très bien. Ouais. Elle est stylée. Ouais. C'était de l'espace. Ouais, elle est sympa. Trop bien. D'ailleurs, Emma et les autres, quel a été votre sentiment pendant que vous étiez à terre et que l'avion volait ? Ouais, parce que du coup, on a regardé décoller du tarmac et ça faisait...
On était fiers quand même que notre expérience vole dedans et petite larme. Non, je rigole, mais ouais, on était quand même contents de regarder l'avion s'envoler. Et puis on les a suivis sur Flight Radar aussi pour voir où ils allaient. Ouais. Ils sont partis en Bretagne. Ouais, cool. ils sont montés tout en haut de la côte atlantique et tout avant de revenir. Trop stylé. Ouais. Et vous faisiez quoi en fait pendant? C'était juste vous attendiez et c'est tout Ah non, on est parti bruncher en fait. tranquille. Puis on Peignoir, les suivait brunch. sur Flight Radar en même temps. Ouais. Et après, quand ils sont revenus, d'ailleurs, quand vous êtes revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez d'abord eu le temps d'aller manger tranquille, débriefer, ou alors c'était en mode directement arrivé sur le tarmac, vous dévissez les boulons et on enlève tout. Comment ça se passe la fin? Ouais, c'était plus ça. Enfin, fallait vraiment. Enfin, on a attendu quand même qu'ils démontent notre châssis de l'avion. Et puis il fallait vraiment enlever tous les systèmes qu'on avait mis dedans, enlever la mousse, tout bien nettoyer pour rendre le châssis tout clean. Ok. Donc, Et ça devait être fait avant la fin de Le l'après-midi jour et même, en ouais. mode rentrez chez vous, on veut plus de vous, quoi. Un peu, oui. Ok. Mais Pour répondre à rebondir Mathieu. sur- Ah, pardon, vas-y, Flo. Vas-y, je te laisse juste après. Nous, on a eu la chance d'aller manger et d'avoir un peu de temps, mais tous les autres, dès l'atterrissage, ils étaient sur le châssis à tout démonter. Et, moi, c'est limite si j'ai mis un pied après dans l'atelier. Ils ont fait après du super boulot et justement, le fait est qu'il fallait rendre les locaux très vite et que nous, on a eu le droit à cette pause pour manger tranquillou. Ça doit être bizarre, ouais. Après, nous, Mais nous, on avait brunché, donc. Ouais, ça Ouais. allait, mais. Je pense qu'ils ont sorti notre expérience en dernier, je crois, il me semble aussi. Ouais, tout à fait. Donc on a dû attendre quand même un petit moment. Et pour Ça répondre va à la Mathieu, récupérer. qui me demande si j'étais en train de dormir, non, je n'étais pas en train de dormir, j'étais justement au débrief dont j'ai parlé avec les autres équipes, où du coup on a dû expliquer, enfin, ils nous ont demandé comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui a pas marché, etc. Et c'est là où j'ai expliqué du coup quel était notre problème aux ingés de Novespace. Très bien. Ok. Ouais, petite anecdote au décollage aussi, quand tu parles de dormir. Eux, c'était tous leur troisième vol, et à tous les autres. Et donc, tous, quasiment 90% des gens prennent une injection de scopolamine. Au décollage, moi, je m'attendais à un décollage d'avion classique, voilà, un avion Paris-Toulouse, tranquillement. Non, le pilote s'éclate dès le début, il monte très, 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 très fort. Et en fait, nous, pas habitués, on regarde un peu autour de nous, avec les effets de la scopolamine qui se faisaient ressentir, la 1,2, 1,3 G, je ne sais pas ce que c'était. Et on se retourne, il y avait notre référent technique avec son casque en communication avec les pilotes, en train de dormir. Et en fait, la moitié de l'avion était en train de dormir pendant le décollage. Et ils ont profité de ces 10 petites minutes avant le début du vol. Et c'était rigolo. On s'est senti un peu Alors que vous, je pense que vous étiez ultra excité en mode. excité, cramponné au siège. Ouais, non, Ouais, c'était. et les autres ils roupillaient, quoi. Ok, très bien. C'est C'est ça. Ouais, comme nous dit Antoine, ça devait être dur de revenir sur Terre après cette expérience. Ça doit être spécial, ouais. Ça doit être très particulier, ouais. Je pense que c'est pas forcément très descriptible. On a beau voir des belles vidéos, etc. Le mieux c'est de le faire, à mon avis. Hein. Le mieux c'est de le vivre. La première parabole est très perturbante. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude, toute première parabole, je sais pas pour toi Flo, mais on en avait, enfin moi personnellement, au début mon cerveau il m'a dit non, je m'en vais, je reviens dans 30 secondes, tu te débrouilles. Hein. Et vraiment pendant 30 secondes, on a du mal à comprendre ce qui se passe parce que notre cerveau nous dit, notre corps nous dit qu'on est en train de chuter, et le cerveau nous dit bah non, tu chutes pas parce qu'il n'y a rien qui bouge par rapport à toi. Donc c'est un petit peu, il y a un peu comment dire, cette dissonance entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent, c'est un peu particulier. Après, on s'y habitue relativement vite, et les 2-3 paraboles suivantes après, ça va. Je sais pas, Moi, Flo, que toi, comment tu l'as senti, ouais, la première pas parabole. aussi élaboré que toi, mais moi c'était machine à laver toute la première parabole, et genre, chute libre, sensation de chute libre, effectivement rien de pas contrôler ce qui se passait. Mais effectivement, ouais, on s'habitue à la suite. Et l'après est aussi, ça je pense que j'ai un exemple, enfin pour se représenter un petit peu ce que ça peut faire. Quand on prend le bateau une journée ou même la voiture longtemps et qu'on va ensuite se coucher, on a cette impression de, je sais pas, soit de tanguer si on a pris le bateau Ouais. ou alors d'aller vite si. Bah là, c'est un peu pareil en fait, mais je dirais pas que c'est une sensation que je connaissais. Je ressentais je sais pas, une espèce de chute libre, mais vers l'avant quoi. C'est. Ouais.
Ok, difficilement descriptible, effectivement. très bien. Pour répondre à Pauline, à partir de quelle parabole c'est moi qui ai été malade, enfin malade non, c'est moi qui me suis senti pas très très bien. À partir de quelle parabole, Flo, je sais pas, faut que tu m'aides, hein, je m'en souviens plus. C'est à La partir de quatrième parabole ou série? parabole. Aussi vite? Putain, je m'en souviens même pas. Ouais. Voilà. Donc non, j'ai pas vomi. Je risquais pas avec 1,5 ml de Scopo. Ah, pour le coup, après j'étais à l'aise en 2G. J'ai pas trop de problème. Et après, t'as pas passé un mauvais vol avec la deuxième piqûre, ça a été mieux ou ça a été une calvaire J'étais pas malade. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que j'étais très honnêtement totalement shooté pendant le vol et bien après le vol. Ça m'a pas trop empêché de faire l'expérience, à mon avis. Normalement, ça devrait aller, mais du coup, il n'y avait rien d'autre qui existait dans l'avion à part Flo et l'expérience. Enfin, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte après le vol qu'il y avait des gens qui étaient en maillot derrière pour se faire échographier le cœur. Ouais, Ou qu'il y avait des PNS du coup qui se baladaient et qui sautaient d'une lanière à l'autre. Je m'en rendais absolument pas compte pendant le vol. Donc j'ai peut-être pas autant profité que j'aurais pu, mais ça va, c'était quand même génial. Y a pas de... Je me plains pas. Très bien. Je continue de passer des petites vidéos en fond. On peut parler. Moi, j'ai une question plus pour les gens qui n'ont pas parlé depuis longtemps. Par exemple, Thibaut, qu'est-ce que tu dirais quel conseil tu donnerais à des étudiants qui veulent se lancer dans ce genre de projet-là On sait que l'aventure est ouf, que c'est trop cool, que ce soit un projet étudiant en 0G ou pas. Quel conseil tu donnerais à des gens qui nous écoutent ce soir? Alors, je pense qu'il faut absolument oser faire ça parce que il faut jamais se dire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas le savoir-faire ou tout ça. Il faut vraiment foncer. Il faut aussi savoir être entouré de gens qui savent, qui peuvent aider. Il faut avoir une super équipe avec soi. C'est très important. Il faut croire en son projet. De toute façon, si on ne sait pas, on ne saura pas à la fin si ça peut aller ou pas. Donc, je pense qu'il faut absolument essayer croire en son projet et aussi savoir que ça va prendre du temps, puisqu'on n'a rien sans rien, évidemment. Donc, ça va prendre du temps. Donc, il faut s'y impliquer le plus possible et de toute façon, au final, ça va forcément aller. Donc, Ouais, just do it, comme nous dit c'est ça exactement, just do it. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le projet ou sur le bilan ou sur quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé? Moi, juste pour rebondir sur ce que dit Thibaut et plus sur d'autres potentielles personnes qui voudraient se lancer dans des aventures comme ça, je pense que c'est aussi important d'échanger vraiment avec soit des gens comme nous, soit des gens qui ont volé avant, des étudiants qui ont des idées, rassembler en fait des idées, les grouper, essayer de discuter, essayer de s'inspirer d'autres projets dans différentes cultures également. Et je pense que la force, elle est là, surtout dans des périodes de confinement où il faut essayer d'unir un petit peu ces cerveaux qui travaillent un petit peu de chaque côté et voilà, et se lancer et se dire que tout seul c'est peut-être compliqué, mais en groupe et avec une bonne tenue, ça peut le faire. Ouais, complètement. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le moment de vous remercier d'être venu présenter le projet. Félicitations vraiment d'avoir réussi à travailler ensemble dans un contexte vraiment pas évident et d'avoir mené à bien ce projet jusqu'à la fin. Bravo, encore une fois, et merci d'être là pour le présenter à tout le monde. Bravo Merci aussi pour tous les aspects de communication que vous avez fait. J'ai vu Twitter, évidemment, mais j'ai vu que vous aviez un site internet et tout. C'est super important de communiquer autour de ça. Moi, honnêtement, en étant étudiant, j'avais jamais entendu parler de ces projets-là, et c'est des trucs qui m'auraient motivé à fond si j'avais su qu'ils existaient. Donc aujourd'hui, on a peut-être donné l'occasion à certains sur le chat d'être au courant que ça existe et de trouver un peu peut-être la motivation un jour d'en parler ou de le faire eux-mêmes pour de vrai. Donc franchement, merci beaucoup de témoigner sur ça. Et puis voilà, je vais vous donner le mot de la fin et puis on va gentiment se quitter ce soir. Merci beaucoup.
Sinon, Ouais, merci. Le mot de la fin. Merci à toutes et tous. Ah non, c'est pas le mot de la Merci fin. à tous Non, pour non. entendre, Je pour le remercie. l'invitation, ouais. C'était top. Bah, écoutez, D'ailleurs, ah oui, non, si, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Mais quelle est la suite du coup? Donc, on a parlé de la suite du projet, on allait voir, mais la suite pour chacun d'entre vous, vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais je tenais à le redire ici pour aussi montrer aux gens qui sont sur le chat que ces genres d'expériences et ces parcours permettent aussi d'accéder ensuite à des projets, des stages, des emplois qui sont extrêmement cool dans le domaine spatial. On va faire un tour de table un peu pour savoir qui en est où aujourd'hui dans les recherches de stages, d'emploi et apporter votre témoignage. Ça peut être intéressant. Emma, on va commencer par toi. Oui. Ouais. Donc moi, je suis encore en stage pour 3 mois aux Pays-Bas, à La Haye, chez SES, l'opérateur de satellite. Après, moi, j'avais trouvé mon stage avant le confinement, donc c'était plus facile. Et puis après le stage, ça sera début des recherches d'emploi, quoi. Très bien, super. Félicitations, bonne fin de stage, Emma. Et, profite bien des Pays-Bas, c'est trop cool comme pays. Ouais. Anthony, à ton tour. Moi je suis en stage chez Thales en Ile-de-France en ce moment même, où je fais des calculs de détermination d'orbite de satellites. Et le stage termine dans 2 mois, et donc je suis activement en train de chercher un emploi. Là, je suis en train de faire des entretiens, et donc on espère que tout va bien se passer. J'ai un entretien demain avec OneWeb pour un poste de Flight Dynamics Engineer, donc j'espère que ça va le faire et que je vais partir à Londres d'ici peu. On croise les doigts. Quelle heure? On croise les doigts pour ça, Anthony, en tout cas, donc c'est super comme témoignage. Florian, tu veux apporter ton... Moi j'ai postulé à pas mal d'endroits. Je pensais partir enfin j'avais pour projet de partir au CSG en Guyane, donc le CNES. Mais là je suis en bonne voie pour intégrer le CANMOS au CNES du coup, mais à Toulouse. Voilà. Je saurai un peu plus dans les prochaines semaines. Trop bien, trop cool. Clara? Oui, alors moi j'ai commencé mon stage hier parce que nous on est 3, donc Thibaut, Manu et moi on a fait le projet SEEDS qui s'est terminé fin septembre. Et du coup j'ai commencé un stage hier à l'ESA, au Centre européen des astronautes. Donc j'ai travaillé sur des algos d'intelligence artificielle, sur plusieurs thématiques sur l'interaction homme-machine. Donc ça a l'air super chouette et effectivement, tu parlais de l'intérêt de ce projet-là et moi j'ai passé plusieurs entretiens depuis qu'on a commencé ce projet et à chaque fois, l'entretien il finit par se tourner autour du projet parce que il est hyper professionnalisant et du coup il y a plein de choses à dire à chaque fois. Donc et c'est une expérience c'est chouette unique aussi sur le CV, même si c'est pas pour ça qu'on le fait, ça aide un peu quoi. Clairement, très bien. Manu? Moi, j'ai commencé mon stage au CNES hier. Donc, comme disait Clara, on travaillait sur notre projet dans le cadre de nos études. J'ai voulu me laisser un petit peu de temps entre le vol et le début du stage. Et j'ai donc commencé hier dans l'équipe Janus sur le projet Aerosat. Donc, il y en a qui connaissent, c'est le remplaçant de l'ancien CubeSat qui s'appelait iSat. Bien, ouais. Et mon taf, ça va être de faire les tests, donc de faire le banc de test pour le satellite. Trop bien. Bon, félicitations Clara au fait, hein, et félicitations Manu également. Et enfin Thibaut. Donc moi j'ai commencé un stage il y a 1 semaine dans une entreprise italienne qui s'appelle T4I, Technology for Innovation and Propulsion. Donc je vais travailler sur un sujet de propulsion pour les satellites. Trop bien. Propulsion chimique, propulsion électrique? C'est de l'électrique là. Très bien, ok. Bon, vous voyez la diversité des parcours, etc. Alexandre qui bave devant son écran. Non, mais félicitations à toutes et tous. Vous avez eu un parcours étudiant exemplaire et franchement, c'est beau à voir de voir des gens aussi motivés et que ça réussisse en plus, malgré des périodes assez compliquées. Franchement, chapeau et plein de bonnes choses. Je suis sûr et certain qu'on sera amené à rester en contact dans le futur et ou peut-être à travailler ensemble, qui sait, un jour ou l'autre. Donc, bonne chance et puis à très bientôt. Merci d'être passé dans l'émission. Et voilà, je vous dis au revoir. Merci à toi. Mais non, mais de rien.
Je vous laisse, je vais raccrocher la conversation Skype et rester un peu avec les gens en ligne pour discuter quelques minutes. Et puis voilà, je vais raccrocher. Très bonne soirée, merci encore d'être passé et puis à très bientôt. Des bisous, ciao. Merci, Ciao. Ciao, ciao. Voilà. Bon. Tac, on revient sur le chat. Incroyable. Ah. Voilà, c'était pas mal, hein? C'était super, hein? Oh là là, quel plaisir. Je suis trop content. Ah oui, salut YouTube. Salut YouTube, à bientôt.